Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, un très bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. On va être ensemble pour les 2 prochaines heures. Et non, je ne vous parlerai pas de Donald Trump aujourd'hui. En tout cas, on espère qu'on n'aura pas à prononcer ce mot pendant cette émission. On a beaucoup d'autres sujets, beaucoup plus importants même parce que ça touche notre santé. Je pense que depuis les derniers jours, avec notre voisin américain qui nous préoccupait un peu trop, on a moins parlé de ces enjeux qui sont pourtant très, très, très vifs dans notre société à nous. Et la santé est vous le savez, c'est le poste numéro 1, poste budgétaire numéro 1. Il se passe en ce moment une espèce de réforme de la santé qui est assez importante et qui mérite qu'on s'y intéresse. On va en parler tout à l'heure avec des spécialistes. J'ai écrit là-dessus en fin de semaine. Vous irez lire ma chronique si ça vous tente ou à la suite de rencontres, d'entrevues, de discussions que j'ai eues avec plusieurs médecins et d'autres sources. Je peux vous dire que si effectivement on doit couper 1,5 milliard, comme le veut la rumeur, dans le réseau de la santé, ça va saigner, ça va faire mal tout à l'heure. Et il y a des médecins qui le confirment, qui en témoignent. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure vers 9h30. Il y a aussi l'autre chose qui devrait nous préoccuper, mais c'est la montée fulgurante de la consommation de drogue. On parle bien sûr des drogues par inhalation. C'est une tendance qui bouleverse les pratiques un peu des organismes communautaires, mais aussi plus largement là, des hôpitaux. On parle du crack, du fentanyl, du crystal meth. Crystal meth, on n'en parle pas assez. Là, on parle beaucoup du fentanyl, mais le crystal meth aussi est un enjeu. Ils sont de plus en plus fumés d'ailleurs, plutôt qu'injectés. Les espaces sécurisés sont clairement insuffisants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de surdoses. Et on l'a vu, beaucoup de gens qui sont des itinérants, des personnes sans domicile fixe, des gens d'autres gens aussi qui auraient besoin d'avoir accès à des services et en santé mentale et en toxicomanie qui n'y ont pas accès. C'est très inquiétant ce qui se passe et on a envie de dire quand est-ce qu'on va allumer pour reconnaître que c'est un enjeu de société criant, que c'est un enjeu de santé publique et qu'il faut absolument faire quelque chose. Avec moi, et on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous ce matin parce que elle est très occupée, c'est la docteure Marie-Ève Goyer. Elle est chef médicale adjointe des services spécifiques en itinérance, en dépendance et santé mentale au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Bonjour, docteur Goyer. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps. Dites-moi, évidemment, c'est terrible. On se souvient de l'histoire du petit Mathis. Là. J'ai reçu son papa, Christian Boivin, il y a quelque temps. Il y a eu le rapport de la coroner dernièrement aussi qui disait que c'était une mort accidentelle, mais une mort qui aurait pu être évitée. Je vous parle de Mathis parce que c'est un jeune qui a essayé comme ça une pilule. Il pensait buzzer pour le plaisir, puis finalement, il est mort d'une surdose de fentanyl et toutes sortes de choses qui étaient mélangées à ça. Docteur Goyer, vous êtes en plein cœur de cette crise. Je pense qu'on peut parler de crise de façon assez importante et qui empire. Oui, et ça commence à faire plus de 10 ans qu'on crie sur toutes les toits que ça s'en vient, que ça s'empire. Alors, je suis un peu à la même place que vous. Ça commence à être difficile pour moi de tenir ce discours-là encore et encore et de voir à quel point il y a 2 poids, 2 mesures en santé. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux. On va arrêter de s'illusionner. Il y a des gens pour lesquels ça vaut la peine qu'on donne des soins, puis on dirait qu'il y a des gens pour lesquels on fait le choix sociétalement au niveau du gouvernement de laisser de côté. On est à plus de 47 000 décès, donc presque 50 000 au Canada depuis le début de la crise. Et pour vous donner une statistique frappante, là, quand on regarde les statistiques de Santé Canada, c'est 60 000 décès par COVID depuis le début. Donc, voyez-vous comment on a transformé le réseau de la santé. Du jour au lendemain, on avait des protocoles, tout a été mis en place pour la COVID et ça fait 10 ans, 15 ans qu'on dit « mes patients meurent tous les mois » et on fait rien.
pouvez aller dans la majorité des urgences de l'hôpital, dans la majorité des hôpitaux, dans la majorité des cliniques médicales, vous ne trouverez pas de traitement de la dépendance. Ce n'est pas instauré encore en 2025. Docteur Goyer, ce que vous venez de nous dire, là, c'est qu'on fait face à une crise qui est quasiment aussi importante en termes de mortalité qu'a pu l'être la COVID, mais on n'agit pas. Et quelles sont ces populations ou ces gens-là qui sont pas égaux par rapport au système de santé? Parce que vous agissez en itinérance, en dépendance. Donc, quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui a un problème de drogue, ça intéresse pas le réseau? Ben, c'est pas juste le réseau, hein. Je pense que ça parle du stigma sociétal autour de la consommation de substances psychoactives et cette impression-là que tout repose sur les épaules des gens qui consomment, comme si c'était juste un choix individuel, comme si les drogues n'avaient pas fait partie de la société de tout temps, comme si certaines personnes avec des histoires traumatiques complexes, nées dans des familles difficiles, n'avaient pas utilisé les substances pour alléger la souffrance. Alors, il y a vraiment quelque chose là pour moi qui est très, très triste de dire on fait payer des gens qui ont des vécus très traumatiques au long cours, puis en plus, on les fait repayer plus tard, alors qu'on devrait leur offrir des soins auxquels ils ont droit. On est très en retard au niveau de l'offre de soins médicales, l'offre de soins globale pour ces gens-là. Et je veux quand même préciser que on a une science, on a des données très, très claires sur ce qu'on devrait être en train de faire. Le traitement de la dépendance aux opioïdes, ça marche de façon impressionnante avec la méthadone, la buprenorphine, naloxone, les kits de naloxone, les services de consommation supervisés, les centres d'analyse de drogue. On le sait ce qu'on a à faire. Il faut juste le faire. Oui, c'est ça. Puis sur le naloxone, puis on va parler des jeunes parce que là, dans les écoles secondaires, ça commence à être un fléau aussi. Vous allez nous le confirmer, sans doute. Quand on regarde les populations là, qui sont les plus à risque, évidemment, les jeunes. Moi, j'ai été vraiment étonnée de voir là, que en juin dernier, donc c'est récent, les adolescents, les jeunes adultes de 15 à 24 ans étaient les plus nombreux que les autres groupes d'âge à avoir consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois. C'est quand même important. Et là, on voit que Québec ne recommande toujours pas la distribution universelle dans les écoles secondaires de naloxone, là, qui est en fait l'espèce de médicament qui permet de contrer une overdose, c'est bien ça? Une surdose? Exact. En fait, la problématique, c'est que le marché illicite est extrêmement contaminé à l'heure actuelle. Donc, n'importe qui soit un consommateur récréatif ou qui est en train de tester des choses comme nos jeunes ou un consommateur régulier, à partir du moment où quelqu'un se procure quelque chose sur le marché illicite, il est à risque. On ne sait plus, on n'est plus capable vraiment entre ce que la personne pense consommer et ce qu'elle consomme réellement. Là, il y a vraiment deux mondes et c'est un monde qui est de plus en plus dangereux si je compare à il y a 10 ans. Donc ça, c'est la première chose. Nos jeunes, on le sait, sont en période de découverte. Ils vont essayer des choses et ils essaient de moins en moins de l'alcool. Comme dans le bon vieux temps, nos jeunes y essayent des pilules. Ouais. Et effectivement, comme le petit Mathis, le but est vraiment pas de se mettre à risque, mais de faire des essais dans une perspective là, développementale typique de nos adolescents. Première chose. Deuxième chose, pourquoi on se gêne pas à mettre de l'épipène, avoir des trousses d'épipène dans toutes les écoles, avoir des défibrillateurs dans nos épiceries? Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est la rationnelle d'avoir une substance comme la naloxone? Si on la donne par erreur, il n'y a aucun risque. Donc, pour moi, la question, c'est plutôt pourquoi on s'en passerait. C'est pas quelque chose de très, très cher. Pourquoi, comme dirait le père la question, c'est cher, puis c'est compliqué, puis non? Ben non, puis ça n'a rien à voir comparativement à un coût d'un défibrillateur. Le père de Mathis le dit, pourquoi à côté d'un défibrillateur, on met pas maintenant une trousse de naloxone partout? On est rendu là. On est rendu là. Mais là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous dites, Dr. Goyer. Vous dites... Un jeune aujourd'hui, là, un ado, puis c'est important pour les parents qui nous écoutent ou même pour des jeunes qui sont à l'écoute parce que je parlais des jeunes de 15 à 24, mais après, l'autre groupe qui consomme le plus, c'est les 25-44. Fait qu'on peut dire que de 15 à 45 ans, là, c'est ça le lot de consommateurs les plus importants. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Vous nous le dites, c'est un fléau. Mais aujourd'hui, donc, un jeune de 15 ans, un autre Mathis, là, qui prend une pilule, qui achète quelque part dans la cour d'école, dans le corridor de l'école, d'un chum qui dit « essaye ça, c'est buzzant », ou qui se commande sur Internet,
comme l'a fait Mathis, ce jeune-là, ce que vous lui dites, c'est tu sais pas ce que tu vas prendre. Tu peux pas. Tout à fait. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être du fentanyl, il y a peut-être bien des affaires, tu ne sais pas ce que tu prends. Hey, c'est fou pareil, hein? Puis pour reprendre justement les propos du père de Mathis, ben il faut ouvrir cette conversation-là avec nos jeunes. Et voyez-vous comment le fait d'avoir rendu certaines substances illégales fait en sorte que c'est un tabou. Les jeunes n'osent pas nous en parler. Moi, j'ai deux adolescentes à la maison. J'essaie d'ouvrir cette conversation-là et de dire aux jeunes de repérer les symptômes. Va pas te coucher tout seul. Si tu t'endors, reste avec quelqu'un. Ayez des trousses de naloxone. C'est gratuit en pharmacie. Vous n'êtes pas obligé. Vous y allez. C'est gratuit pour tout le monde. Carte RAMQ, pas de carte RAMQ. Après ça, pour moi, il y a un paradoxe énorme comme médecin en dépendance de dire certaines substances ont été rendues légales pour des enjeux historiques, des fois qui relèvent des dynamiques de pouvoir. Mais bon, je vous passe les détails, comme l'alcool. Et voyez-vous comment on est dans un paradoxe? Si vous consommez pas d'alcool au Québec, là, vous êtes bizarre. On vous demande comment ça se fait que vous consommez pas. On vous donne des points si vous allez en acheter plus. On vous incite à consommer. Moi, mes hôpitaux, là, ils sont pleins de personnes qui ont des problèmes d'alcool. Il y a de la toxicité dans cette substance-là qu'on connaît pas, des cirrhoses, des gastrites. Mais cette substance-là, aucun problème. Alors que d'autres, actuellement, qui gagneraient... Attendez, pire que ça, le gouvernement a le monopole de la compagnie qui nous vend cet alcool-là. Mais ça peut être correct si c'est encadré. Et là, au contraire, on vise à faire consommer plus parce que c'est lucratif. Alors que on retrouve sur le marché illicite des substances hyper dangereuses parce qu'elles ne sont pas régulées. Donc, il va falloir qu'on commence à être pragmatique puis se dire, ça fonctionne pas de laisser au marché noir ces substances-là. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'experts comme vous qui... vous me direz si c'est votre position à vous aussi, mais il y a des experts qui disent on devrait aller d'abord décriminaliser toutes les drogues, pas que le cannabis, et on devrait même légaliser. Ça va jusqu'à la cocaïne, évidemment les opioïdes, à la rigueur, c'est des médicaments. Là. Donc, ici, le contrôle, il y a des gens qui vont voir le médecin, qui disent qu'ils ont mal partout, puis qui sortent avec des prescriptions, puis on ne sait pas ce que les gens font après, s'ils vendent. Ça vaut cher, la pilule. Là. Donc, est-ce qu'il faut aller jusqu'à décriminaliser et même légaliser toutes les drogues, y compris celles qu'on considère comme étant des drogues dures? De plus en plus de gens disent qu'il faut aller là. Comme ça va nous permettre d'encadrer un peu mieux. Ben, c'est une très grande question. Oui, exact. Mais disons que si on pose la question autrement, est-ce qu'on trouve actuellement que la guerre à la drogue et la criminalisation des personnes fonctionnent? Nos prisons sont pleines de personnes dont on s'occupe pas, on donne pas les soins pendant qu'ils sont là pour pas qu'ils reviennent, on les précarise, ils perdent leur aide sociale, ils perdent leur logement pendant qu'ils sont en prison. Tu sais, on se donne aucune condition pour que ça fonctionne. Fait qu'on a, je pense, un regard pragmatique à dire ça marche pas actuellement de criminaliser, ça coûte plus cher et ça précarise les gens. Avoir un casier judiciaire là, pour trouver un logement, là, pour voyager, avoir un emploi, là, bonne chance. Donc, il y a vraiment un aspect très, très délétère à la criminalisation actuellement. Alors, pour répondre à votre question, je pense que c'est la prochaine étape. Il faut réfléchir à ça. On a des exemples. The devil is in the details. Si on décriminalise, il faut le faire d'une façon où on fait une offre de soins avec. Voilà. Mais exactement. Après, exact. Tu sais, fait qu'il faut pas prendre les choses, c'est des choses compliquées et qu'il faut qu'ils viennent avec une espèce de paquet complet de soins. Mais pour répondre à votre autre question, on a quand même l'exemple du cannabis où on a légalisé une substance et finalement, ce qu'on voit, on n'a pas de hausse de consommation. Les gens ne se sont pas mis à consommer envers et contre tous des quantités énormes. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que plein de personnes qui étaient des consommateurs mais qui le disaient pas, se sont mis à en parler, se sont mis à pouvoir faire des choix éclairés sur ça marche pour moi. Ça marche pour dormir. Avec ça, je me sens pas bien. Je sais exactement de quoi j'ai besoin ou quel est l'effet sur mon corps. Et l'autre chose qu'on dit pas, qui est arrivée avec le cannabis, c'est que tous les fonds qui allaient sur le marché illicite se sont retrouvés dans les coffres du gouvernement pour faire des activités de prévention, du traitement. Est-ce qu'on est sûr de ça, par exemple? Parce que c'est peut-être le bémol que je mettrais. Est-ce que ça, à ce point,
Je veux dire, le marché noir de la marijuana continue d'exister pareil. Il y a bien des gens qui disent de toute façon, la SQDC, c'est pas bon leur stock. Tu trouveras du bien meilleur stock encore dans la rue ou je connais un bon pocheur. On a beaucoup ri là-dessus. C'est sûr que ceux qui sont et peut-être d'une autre génération un peu plus, peut-être les plus vieux, les boomers là, qui fument comme ça en dilettante vont peut-être aller à la SQDC parce que c'est presque un peu chic là, de choisir sa mari. Mais les jeunes, je pense que c'est pas là qu'ils vont là, forcément. Là. Ben, j'ai de la misère à répondre complètement à quel pourcentage là, va encore sur le marché illicite et il y a aussi c'est une ça, norme parce que d'âge. Tous les fonds sont allés maintenant. Oui. Je suis pas sûre. Très bien. Je rembobine. Donc, il y a maintenant des fonds dans les coffres de l'État que nous n'avions pas, qui sont quand même significatifs, si je peux dire ainsi. Mais là, ce que vous soulevez aussi, c'est, encore une fois, le diable est dans les détails. Si on met l'âge pour rentrer à l'SQDC trop haut, on laisse d'autres personnes sur le marché illicite. Donc, c'est ça qu'on a fait au Québec, entre autres. Docteur Marie-Ève Goyer, bougez pas. On revient tout de suite après ceci. On a une policière de Candiac, d'ailleurs, qui nous écrit pour dire, c'est dommage de le dire, mais éthiquement parlant, je suis très contente que le système de santé priorise les enfants malades ou les maladies comme le cancer, parce que quand je vois, elle témoigne du fait que la loi ne lui permet pas de forcer quelqu'un à recevoir des soins. On est vraiment dans une impasse quand un junkie ou un itinérant refuse l'aide. C'est pas les intervenants ou les professionnels ou le gouvernement le problème. Ça nous donne l'occasion de discuter de tout ça. Si vous voulez intervenir, 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio.